Bonjour, je suis impatient d'entendre parler de cette histoire de bison, on dirait un épisode de Yellowstone. C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment s'est passée la cérémonie de citoyenneté? Évidemment, dans votre rôle, vous devez assister à beaucoup de ces cérémonies, mais comment s'est passée celle d'hier? Elles sont super, c'est difficile de me mettre dans mon rôle de ministre, parce qu'on est juste là à encourager ces gens qui ont de l'espoir. Ça me donne de l'espoir pour le pays. Ces gens se sont battus pour devenir Canadiens. On m'a donné ma citoyenneté, alors ce n'est pas que je la tiens pour acquis. Je pense que nous sommes le meilleur pays au monde, mais ces gens se sont battus pour devenir Canadiens. C'est un jour qu'ils se rappelleront pour le reste de leur vie et ils sont là à agiter le drapeau, à prêter serment au Canada et à être là pour faire de ce pays un endroit encore meilleur qu'il ne l'est déjà. C'est vraiment chouette à voir. Je ne me fais pas crier dessus par eux. C'est probablement le dernier moment où ils doivent m'écouter, mais c'est pourquoi nous sommes une démocratie. Ils n'ont pas à écouter les politiciens après être devenus citoyens canadiens. C'est juste chouette d'en faire partie et je peux administrer le serment, ce qui est presque surréaliste. Mais cette journée est vraiment à leur sujet. Et faire partie de ça, j'encourage n'importe quel élu ou autre à en faire partie parce que ça renouvelle vraiment votre foi en le Canada. Est-ce que vous vous faites beaucoup crier dessus en ce moment, en tant que politicien canadien? Ça arrive. Ça arrive surtout sur Twitter, mais je pense franchement que le discours au Canada est devenu toxique. Mais la plupart de mes interactions avec les gens normaux sont plutôt respectueuses. Parlons de certaines de ces personnes normales. Vous portez des écouteurs ce matin parce que nous avons un extrait que nous voulons diffuser, d'une étudiante, en fait. Évidemment, les universités commencent à voir les implications financières du plafonnement des étudiants internationaux. À l'Université du Manitoba, ici, on s'attend à une perte d'environ 8 millions de dollars rien que sur la base des chiffres. Mais les étudiants internationaux qui sont ici ressentent aussi ce stress financier parce que votre gouvernement a rétabli le plafond de travail hors campus. Pour le bénéfice des auditeurs, c'est maintenant 20 heures par semaine, et ça passera à 24 heures à un moment donné cet automne. Arrêtons-nous là une seconde, est-ce qu'on a un échéancier sur quand exactement? Très bientôt. Nous devons faire quelques ajustements aux réglementations pour qu'elles passent, mais c'est une question de semaines. D'accord, donc c'est une préoccupation pour une étudiante de l'Université du Manitoba, Kupamachu. Elle travaillait 25 à 30 heures par semaine l'année dernière. Voici ce qu'elle avait à dire sur la façon dont ce plafond a un impact sur sa vie. C'est effrayant, surtout. J'ai dû déménager de mon ancien appartement pour un plus éloigné de mon travail et de l'université juste parce que c'est moins cher et comme ça, je peux mieux me le permettre. À cause de la limite, c'est comme si je devais faire passer le travail en premier et me concentrer sur l'école plus tard, parce que je sais que l'école sera toujours là, avec un horaire fixe, mais pour le travail, je dois régler les choses de manière à travailler les 24 heures et à en tirer le maximum. Je suis sûre que vous entendez des histoires comme celle-ci à travers le pays. Comment justifiez-vous pourquoi c'est nécessaire? Écoutez, je me sens complètement concerné par. Je pense qu'il est important que les gens comprennent mon rôle et certaines des tensions auxquelles je faisais face. Je recevais des appels pour supprimer complètement les heures hors campus. La semaine de travail de 40 heures avait clairement un impact sur les études. Nous faisons venir les gens ici pour étudier, pas pour travailler. En même temps, je ne suis pas naïf quant au coût de la vie au Canada. L'équilibre que nous essayons de trouver pour nous assurer que les gens donnent la priorité à leurs études est la raison pour laquelle nous avons fixé cette période de 24 heures. Parce que nous reconnaissons que, eh bien, 20 heures, c'est beaucoup. J'ai moi aussi galéré avec ça quand j'étais étudiant. Je sais que vos études en souffrent, sauf si vous êtes une personne exceptionnelle. Mais c'est vraiment l'exception les gens qui peuvent travailler plus de 20 heures. 24 semblait être un équilibre. Ça nous ramène à ce qui est un peu la norme internationale. Il y a des pays où les gens ne peuvent pas travailler quand ce sont des étudiants internationaux. Ils doivent trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. C'est un équilibre délicat et, pendant que nous ajustons le système de visa d'étudiants internationaux, nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'incitation perverse pour que les gens exploitent le système en donnant l'impression que les gens peuvent venir et ne pas se concentrer sur leurs études. Atteindre cet équilibre est quelque chose avec lequel j'ai dû me battre et que nous continuerons de réexaminer complètement. Mais l'objectif de ce système révisé et remanié est de se concentrer davantage sur la qualité et moins sur la quantité. Je veux vous interroger sur un autre système qui change, évidemment. Vous cherchez à réduire le nombre de résidents permanents et de résidents temporaires que le Canada accepte. Il y a de plus petites provinces, comme la nôtre, au Manitoba, dont vous êtes bien conscient, qui veulent plus d'immigrants. Je sais que notre journaliste parlementaire, notre journaliste législatif plutôt, Yann Free, s'est entretenu avec la ministre provinciale de l'immigration ici, Marina Malia Marcelino, il y a quelques semaines. Marcelino a dit qu'elle aimerait plus que les 9500 que nous utilisons,
les candidats provinciaux qui ont été offerts en 2024. Y a-t-il un scénario où vous pourriez imaginer, lorsque vous prenez ces décisions, et nous allons entendre vos chiffres en novembre, si je comprends bien, pour les 2 prochaines années, les objectifs du Canada, si une province dit que nous pouvons atteindre le plafond que les fédéraux demandent, et que le Manitoba veut faire venir plus de gens, nous pouvons prendre des chiffres d'une autre province, en fait, et faire venir plus de gens ici, tout en respectant les chiffres que vous ciblez. Au niveau fédéral national, ou est-ce que ça va être un chiffre fixe que chaque province devra faire venir, sans pouvoir se servir chez les autres? Sans devancer ma propre annonce, Marcy, ce que j'ai dit au Premier ministre il y a quelques jours, ce que j'ai dit à la ministre Marcelino, est la chose suivante. Pour les provinces qui sont prêtes à travailler avec nous et prêtes à être responsables dans leur devoir de s'assurer que les immigrants sont bien soutenus quand ils arrivent ici, et qu'ils contribuent à l'économie, nous sommes prêts à travailler avec les provinces qui prennent cette responsabilité. Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a progressivement accordé aux provinces plus de 100 000 immigrants à sélectionner eux-mêmes selon leurs propres critères. Ils n'ont pas tous nécessairement été responsables dans la façon dont ils ont déployé ça, et sont revenus au gouvernement en se plaignant qu'il y avait trop de monde et qu'ils n'avaient pas les infrastructures pour les soutenir. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Une partie de l'assurance que nous avons un système d'immigration contrôlé est de s'assurer que le gouvernement fédéral surveille ces institutions, y compris les provinces, y compris les universités et les collèges, qui ont ce privilège exceptionnel de pouvoir accueillir des gens de l'étranger, mais de s'assurer qu'ils font réellement le suivi, et de s'assurer qu'ils sont responsables en soutenant ces gens pendant leur intégration dans un nouveau pays. Alors, ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est travailler avec nous. Il y a certainement des réflexions en cours sur les niveaux acceptables de résidence temporaire dans ce pays, les nombres acceptables de résidents permanents. J'entends les Canadiens quand ils disent que nous devons nous assurer d'avoir des volumes acceptables et que chaque province doit se prendre en main et s'assurer qu'elle fait son travail. Ils ne peuvent pas venir me voir d'un côté en disant qu'ils veulent plus de gens, mais de l'autre réduire l'immigration. Ça n'a juste pas de sens. Ce serait une mise à mal complète de la responsabilité du gouvernement fédéral. Alors, j'ai dit que le Manitoba a été exceptionnellement coopératif avec nous, a été très positif, du moins cette version du gouvernement, et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble. Comment allez-vous juger ça, cependant, parce qu'à travers le pays, il y a une pénurie de logements, par exemple. Alors, si vous allez dans une province et que vous dites que, vous savez, faire un suivi des ressources au Manitoba, par exemple, et que le Manitoba dit qu'il essaie de suivre le rythme du logement, chaque province va dire ça. Vous ne pouvez pas vraiment juger le Manitoba ou chaque province de ne pas faire le suivi de certaines ressources parce qu'il y a des crises qui touchent toute la nation. Alors, comment jugez-vous si une province est, à votre avis, en mesure, lorsque vous examinez les chiffres fédéraux, de pouvoir gérer et de respecter, comme vous le dites, sa part de l'engagement dans tout ça? Je pense que les ensembles de données permettent d'avancer dans cette discussion. L'opinion publique et leurs pratiques passées, la façon dont ils ont parlé des immigrants publiquement, c'est un bon indicateur, mais c'est encore un meilleur indicateur. Alors, si vous regardez le marché du travail, regardez si les permis de travail post-diplôme correspondent aux besoins de leur province. Ce ne sont pas des données sur lesquelles le gouvernement fédéral a toute l'autorité. Nous avons une idée des endroits où des emplois sont nécessaires, mais nous devons être en mesure d'avoir un meilleur système intégré avec les provinces, pour qu'elles puissent nous dire quels marchés du travail ont besoin de ce type d'immigrants et comment elles peuvent les absorber correctement et les soutenir en cours de route. Nous avons eu de bonnes preuves avec la province du Manitoba et leurs responsabilités. Nous nous assurons que leur programme de candidats provinciaux est adapté aux personnes qui sont déjà ici et le Manitoba a dit assez clairement qu'il voulait faire grandir le pays. Alors nous allons travailler avec eux. Ce n'est pas une discussion à sens unique, et ça va être une discussion qui évolue. Il y a des discussions concernant l'infrastructure, le soutien aux services de santé, le soutien à l'éducation. Nous avons aussi besoin de savoir quels engagements les provinces prendront pour nous assurer que nous pouvons absorber le nombre d'immigrants qu'elles demandent. Donc, c'est simplement une question de discussion concernant la responsabilité et les données pour soutenir une grande partie des allégations qu'elles nous font quand elles viennent demander plus de gens. Ibis TV, créé pour inspirer.